Bonjour, bienvenue à toutes et à tous. Alors, vraiment désolée pour les 10 minutes de retard. Nous avions un petit souci technique qui a pris un certain temps à être réglé, mais nous sommes là et bien là et très heureux de vous retrouver. Je suis donc très heureuse de vous retrouver pour ce nouveau webinaire proposé dans le cadre du parcours de montée en compétences sur le fait religieux, Religion démêlée, qui est proposé en partenariat avec l'Université de Strasbourg. Avant de vous présenter notre intervenant, je tiens à me faire la porte-parole de tous les acteurs de la région Grand Est et à vous souhaiter une très très belle et une très heureuse année, pleine de dialogues interreligieux, je l'espère, du fond du cœur. Voilà. Nous avons aujourd'hui le plaisir d'accueillir Jean-François Covard, qui est historien, qui est président fondateur de l'Université populaire de la Cruteno et bien d'autres choses encore, et dont le rôle ici va être de nous expliquer comment les religions s'intègrent dans le paysage français, tout particulièrement le judaïsme, le protestantisme et l'islam. Voilà. Donc, juste avant de passer la parole à Pierre Michel, je vous fais juste un petit point technique. Alors, l'image a un petit peu changé, mais vous avez en bas à droite de votre écran un petit onglet chat, un onglet questions. Donc, s'il vous plaît, privilégiez l'onglet questions pour les questions. Sachez aussi que dès que ce webinaire est terminé, vous pouvez récupérer, revoir en replay avec le lien qui est le vôtre. Hein. Et voilà, donc je vais passer la parole à Pierre Michel et je vous souhaite un bon webinaire. Voilà, bonjour à tous, tous mes voeux également. Heureux de vous retrouver. Alors, je fais un petit peu le résumé de ce qu'on va faire un petit peu aujourd'hui. Le 9 novembre, nous étions avec Dominique Gounel, pour ceux qui étaient là. Vous pouvez d'ailleurs regarder ce webinaire encore en ligne. Nous étions dans l'axe 3. L'axe 3, c'est rite, fête et vivre ensemble. Et nous avons abordé la question, la fête de la Réformation pour les protestants. Avec Jean-François Covard, nous revenons à l'axe 1, qui est laïcité, neutralité et posture professionnelle. Et nous avons demandé à Jean-François, en tant qu'historien, de nous aider à réfléchir sur l'intégration progressive de 3 confessions religieuses au sein de la société, au sein de la France qui se structurait peu à peu. Alors, le verbe, je ne sais pas lequel, s'intégrer, s'agréger, s'installer, à la limite, il y a certainement tout un tas de synonymes, et à la limite, ce sera peut-être à nous, à l'issue de ce webinaire, de trouver le juste terme, enfin le terme qui conviendrait le mieux j'allais dire, aux difficultés qu'ont pu rencontrer ces confessions à s'installer dans un environnement qui était déjà bien occupé par une religion particulière, le catholicisme. Le prochain webinaire, on vous en parlera à la fin de celui-ci, eh bien, nous irons dans l'axe 2 sur le savoir, le croire et la culture religieuse. Merci Jean-François d'être avec nous. C'est une chance que nous avons parce que nous connaissons ton emploi du temps. Et heureusement que nous n'avons pas été obligés de reporter ce webinaire parce que je ne sais pas si on aurait réussi à retrouver une date. Alors, désolé pour ce retard. Certains ont pu peut-être penser qu'il n'y aurait plus rien et ils sont pas revenus. Ils vont peut-être revenir. Là, je vois que le nombre de participants commence à remonter. Alors, le sujet est vaste, on en a parlé ensemble et c'est compliqué en quelques minutes de pouvoir tout aborder, mais tu sauras trouver la façon de nous présenter au mieux. C'est en fonction du judaïsme, du protestantisme et de l'islam, la façon dont ces 3 confessions ont pu peu à peu se structurer dans l'environnement de notre territoire national. Alors, nous avons fait le choix de ne traiter que de ces religions. Nous avons fait le choix de le traiter que dans le cadre du territoire français. Nous avons fait le choix de ne voir que le côté historique. Alors, naturellement, il serait intéressant de le voir aussi du côté sociologique et nous ferons appel d'ici quelques mois à un sociologue pour revenir sur le sujet. En attendant,
mon cher Jean-François, eh bien, est-ce que tu peux nous dire comment s'est intégré ce judaïsme sur le territoire, dans le paysage français tel que nous l'avons mis dans notre PowerPoint? Oui, Pierre-Michel, le chemin du judaïsme vers la citoyenneté est pour le moins chaotique. Les Juifs s'installent sur l'actuel territoire français au sortir de l'Antiquité. Ils sont présents en milieu urbain. À partir de la fin du XIIe siècle, ils sont menacés. En 1182, Philippe Auguste les expulse du domaine royal. Leurs biens sont spoliés. Le roi les rappelle 6 ans plus tard. En 1215, et c'est très important, le concile Latran IV impose aux Juifs des insignes distinctifs. En 1269, Saint-Louis exige le port de la rouelle. Entre 1240 et 1248, il ordonne la crémation à Paris, en place de Grève, d'exemplaires du Talmud, autrement dit, le recueil des commentaires rabbiniques de la Torah. Et toujours sous son règne, la grande ordonnance de 1254 dispose l'expulsion des Juifs qui ne respectent pas les interdits sur la pratique de l'usure. Les persécutions se poursuivent. En 1306, Philippe IV le Bel chasse les Juifs et confisque l'ensemble de leurs biens. Cette mesure concerne en particulier la Champagne, la Normandie et le Languedoc. Près de 100 000 Juifs sont concernés. En 1315, son fils, Louis X le Hutin, les rappelle pour une période provisoire de 12 ans. Au mi-temps du XIVe siècle, la peste noire s'accompagne de nombreux massacres de Juifs accusés de propager le fléau. En 1394, Charles VI ordonne l'expulsion de tous les Juifs du royaume et la captation de leurs biens. Ils sont alors quelques centaines. Cette décision met un terme à près d'un millénaire de présence juive. En 1498, Charles VIII expulse les Juifs de la Provence, rattachés au royaume en 1481. En 1615, une ordonnance de Louis XIII rappelle l'interdiction faite aux Juifs de demeurer dans le royaume de France. En 1784, Louis XVI, qui a une politique plutôt tolérante, supprime en Alsace l'humiliant péage corporel exigé à l'entrée de certaines villes, dont Strasbourg. Et sur l'influence de son ministre Malesherbes, le roi signe le 7 novembre 1787 un édit de tolérance qui ouvre l'état civil aux Juifs, dont l'abbé Grégoire se veut l'avocat. Nous entamons un chemin vertueux qui va aboutir à l'accès du judaïsme à la citoyenneté dans le cadre français. En 1789, les cahiers de doléances témoignent d'un anti-judaïsme violent, réclamant le retour aux anciennes réglementations contre les Juifs. Fin juillet, des troubles éclatent dans les campagnes de l'Alsace méridionale. Des maisons appartenant aux Juifs sont saccagées. Le 23 août, le pasteur nîmois Jean-Paul Rabot Saint-Étienne, qui sera l'un des défenseurs des Juifs, s'exclame devant la représentation nationale : « Je demande, messieurs, pour les protestants français, pour tous les non-catholiques du royaume, ce que vous demandez pour vous, la liberté, l'égalité des droits. Je le demande pour ce peuple arraché d'Asie, toujours errant, toujours proscrit, toujours persécuté depuis près de 18 siècles, qui prendrait nos mœurs si par nos lois il était incorporé avec nous. » En décembre, le comte Stanislas de Clermont-Tonnerre affirme devant la Constituante : « Il faut refuser tout aux Juifs comme nation et accorder tout aux Juifs comme individus. » Les Juifs portugais, espagnols et avignonnais, les fameux Juifs du pape, sont émancipés le 28 janvier 1790. En juin, l'Assemblée constituante émancipe ceux du Midi. Pour les quelques 20 000 Juifs de l'Est du royaume, qui représentent plus de la moitié de la communauté française, elle se contente d'interdire
le 16 avril, d'attenter à leur personne et à leurs biens. Les députés alsaciens s'opposent durant plus d'une année à l'octroi de la citoyenneté française aux Juifs. Le 26 septembre 1791, Adrien Duport déclare à la tribune de l'Assemblée: « Je crois que la liberté de culte ne permet aucune distinction dans les droits politiques des citoyens en raison de leurs croyances. La question de l'existence politique des Juifs a été ajournée. Cependant, les Turcs, les musulmans, les hommes de toutes les sectes sont admis à jouir en France des droits politiques. Je demande que l'ajournement soit révoqué et qu'en conséquence, il soit décrété que les Juifs jouissent en France des droits de citoyens actifs. » Le lendemain, les députés approuvent le décret d'émancipation de l'ensemble des Juifs de France qui est ratifié le 13 novembre par Louis XVI. Ils représentent alors moins de 2% de la population. En Alsace, cette décision est mal accueillie, son application est si lente que les Juifs alsaciens prêtent leur serment civique seulement le 21 février 1792. En charge de la politique religieuse du consulat, Jean-Étienne Marie Portalis porte un regard sévère sur la première des religions révélées. Au retour de Moravie, après la victoire d'Austerlitz, Napoléon séjourne à Strasbourg les 22 et 23 janvier 1806. Les autorités locales lui exposent leurs préoccupations à propos des agissements des Juifs. Le 30 avril, l'empereur préside une séance du Conseil d'État consacrée à la légalité des mesures exceptionnelles à l'encontre des Juifs pour répondre aux plaintes formulées par les notables alsaciens. Il tient un discours ferme au fort relent antisémite. Il faut considérer les Juifs comme nation et non comme secte. C'est une nation dans la nation. Je voudrais leur ôter au moins pendant un temps déterminé le droit de prendre des hypothèques, car il est trop humiliant pour la nation française de se trouver à la merci de la nation la plus vile. Des villages entiers ont été expropriés par les Juifs. Ils ont remplacé la féodalité. Ce sont de véritables nuées de corbeaux. Et un discours analogue est tenu le 7 mai, toujours au Conseil d'État. L'empereur invite les représentants des communautés juives à se réunir pour favoriser leur intégration au sein de la communauté nationale. Convoqués le 30 mai 1806, ils entament leurs travaux le 26 juillet. 12 questions leur sont soumises. Est-il licite aux Juifs d'épouser plusieurs femmes? Le divorce est-il permis par la religion juive? Le divorce est-il valable sans qu'il soit prononcé par les tribunaux et en vertu de lois contradictoires à celles du Code français? Une juive peut-elle se marier avec un chrétien et une chrétienne avec un juif? Ou la loi veut-elle que les juifs ne se marient qu'entre eux? Aux yeux des juifs, les Français sont-ils leurs frères ou sont-ils étrangers? Dans l'un et dans l'autre cas, quels sont les rapports que la loi leur prescrit avec les Français qui ne sont pas de leur religion? Les Juifs nés en France et traités par la loi comme citoyens français regardent-ils la France comme leur patrie? Ont-ils l'obligation de la défendre? Sont-ils obligés d'obéir aux lois et de suivre les dispositions du Code civil? Qui nomme les rabbins? Quelle juridiction de police exercent les rabbins parmi les Juifs? Quelle police judiciaire exercent-ils parmi eux? Ces formes d'élection et cette juridiction de police sont-elles voulues par leur loi ou seulement consacrées par l'usage? Est-il des professions que la loi des Juifs leur défende? Leur défend-elle de faire l'usure à leurs frères? Leur défend-elle ou leur permet-elle de faire l'usure aux étrangers? Un an plus tard, un Sanhédrin, très ancienne institution juive, présidé par David Zinsheim, grand rabbin du Bas-Rhin, est convoqué pour transcrire en décision religieuse les réponses formulées par les notables. Les Juifs français trouvent ainsi dans la loi de Moïse une incitation supplémentaire à leur fidélité à la patrie. Le 17 mars 1808,
est publié le règlement organique du culte mosaïque qui établit une synagogue et un consistoire israélite dans chaque département comportant au moins 2000 individus professant la religion de Moïse. En outre, un consistoire central est établi à Paris. Il assure la liaison avec les consistoires départementaux, veille à l'exécution du règlement et confirme la nomination des rabbins. Le même jour est promulgué pour une durée de 10 ans le décret infâme, largement inspiré par Portalis. Il instaure une inégalité juridique pour les Juifs, reprenant ainsi certaines des mesures discriminatoires propres à l'Ancien Régime. Le réexamen des créances juives, la création d'une patente spécifique pour les commerçants juifs et l'interdiction du remplacement pour les conscrits juifs qui sont contraints à un service militaire personnel. Il limite également strictement la pratique de l'usure. Ces dispositions restrictives concernant les Juifs de l'Est de la France concernent les Juifs de l'Est de la France, ceux établis à Bordeaux et à Paris en sont exclus et ces mesures sont abolies sous la Restauration en 1818. Le 20 juillet 1808, un décret impérial oblige les Juifs à adopter dans les 3 mois un nom de famille fixe et à le déclarer devant l'officier de l'état civil. Les noms extraits de l'Ancien Testament et les noms de villes sont interdits. Cette mesure traduit la volonté d'intégration des populations juives au sein de la communauté nationale. La rémunération des ministres du culte israélite est mise à la charge de l'État par la loi du 8 février 1831. Le 25 mai 1844 est promulguée l'ordonnance de Louis-Philippe Ier portant règlement de l'organisation du culte israélite. Les consistoires sont désormais dominés par les laïcs qui choisissent les rabbins et les grands rabbins. L'objectif est de confier la conduite des affaires à des personnalités réputées libérales qui ont la prééminence sur les ministres du culte. Enfin, le 24 octobre 1870, le décret Crémieux octroie la nationalité française aux Juifs d'Algérie. Voilà, Pierre-Michel. Ouais, dis donc, c'est à ça qu'on reconnaît un historien. On lui avait dit 12 minutes et il a fait 12 minutes. On devait arrêter à 17h27, il est 17h27, voire 28. Donc, tu as débordé un petit peu, toi, Jean-François. Maintenant, sachez que ce que vient de nous dire Jean-François, tout est écrit parce que ça fait beaucoup d'informations et tout sera à la disposition de chacun dans le cadre de notre petite valise pédagogique, du portfolio dans lequel nous mettons tous les éléments qui sont à votre disposition. Maintenant, vous avez le chat et ce qui serait intéressant, c'est que dans ce que vous avez entendu, est-ce que vous pouvez nous dire qu'est-ce qui retient surtout votre attention et qu'est-ce que vous aimeriez que l'on puisse, j'allais dire, un peu plus approfondir. Alors, n'hésitez pas à chatter vos questions et puis Sacha nous les fait remonter. Alors, en attendant que les premières questions arrivent, moi, j'étais sensible à ce que je le savais, et quand tu as parlé tout à l'heure de la rouelle, donc on est au XIIIe siècle, est-ce que ce signe distinctif va se prolonger? Est-ce que ça a toujours été quelque chose, parce qu'on ne peut pas ne pas faire le lien avec ce qui s'est passé au XXe siècle au niveau du nazisme, mais est-ce que c'était quelque chose qui était constant dans l'histoire du judaïsme où il fallait les identifier avec un signe particulier? Non, c'est le concile du Latran IV en 1215 qui impose les insignes distinctifs. Ensuite, chaque souverain va choisir l'insigne qu'il obligera aux Juifs de porter. Alors, la rouelle, c'est un cercle jaune évidé en son centre qui est cousu sur le devant du vêtement. Le jaune, bien évidemment, a une symbolique très très forte. Hein. C'est la couleur de la trahison. De la trahison. À Judas. C'est la couleur de l'infâme. Mais dans l'espace rhénan, on fera d'autres choix. Ce sera le Judenhut, autrement dit un chapeau conique d'origine orientale,
que les Juifs vont porter tout au long du Moyen Âge. Est-ce qu'il le porte ou est-ce que c'était dans les représentations? Parce que je le vois, ce chapeau, dans pas mal de... on le voit dans des illustrations, au niveau des enluminures, souvent. Mais est-ce qu'ils l'ont porté véritablement? Est-ce que les hommes portaient ce chapeau conique sur la tête? En public, oui. Oui, D'accord. oui. Ok. Et L'idée, c'est de les différencier, de les marquer. Hein. Les nazis n'ont rien inventé. oui. Et est-ce que il vivait dans des pogroms ou de façon regroupée dans des quartiers spécifiques ou alors ils étaient mélangés au milieu de la population dans la mesure où tu dis souvent que en fin de compte ils étaient plus présents dans le milieu urbain que dans le milieu rural. Oui, alors jusqu'à le mi-temps du XIVe siècle, jusqu'à la peste noire, les Juifs sont en milieu urbain. Et la dispersion dans la ruralité s'opère dans la seconde moitié du XIVe siècle. Maintenant, le ghetto est une réalité assez tardive qui apparaît à Venise, Oui, le ghetto. et qui, par exemple, n'est pas connu dans l'espace rhénan. À Strasbourg, il n'y a pas de ghetto. Alors, simplement, il y a une tendance naturelle au rassemblement des membres de la communauté juive pour une raison que l'on méconnaît souvent, c'est que le Talmud fait obligation aux Juifs de ne pas marcher durant le temps du Shabbat plus de 1 km 800. C'est ce qu'on appelle un chemin de Shabbat. Donc, durant la période allant du vendredi coucher du soleil au samedi coucher du soleil, il y a 3 offices à la synagogue. Donc, il faut se rendre à 3 reprises à la synagogue et il faut donc faire en tout moins d'1 km 8. Ce qui signifie que les Juifs ont tendance à se rassembler à proximité de la synagogue, disons dans un rayon de 300 à 400 mètres. Et c'est ce qui explique que chaque fois que la synagogue changera de localisation, l'habitat occupé par les Juifs va également se déplacer au sein de l'espace urbain. Et ce n'est pas un ghetto, c'est un rassemblement parfaitement volontaire. Volontaire. Pour les besoins du respect de la loi. Et aujourd'hui, on a toujours tendance à dire d'un côté, il y a les séfarades, de côté les ashkénazes, etc. C'est la façon habituelle de situer. Mais qu'en est-il de ces juifs de France, alors, ou qui s'étaient installés sur le territoire français? C'est entre les deux? C'est les deux à la fois? C'est plus des ashkénazes? Ils sont qui alors? Tout dépend si l'on se situe dans la partie septentrionale ou méridionale de la France. La France méridionale est marquée par une tradition qu'on appelle judéo-provençale, qui est plutôt de type, qui est proche de la tradition séfarade. Et puis, il y a à partir de la fin du XVe, début du XVIe siècle, un peuplement séfarade qui s'installe dans la région de Bayonne, de Bordeaux, ce qui fait qu'il y a une tradition séfarade historique en France. Mais dans le nord de la France, c'est un judaïsme de tradition ashkénaze. Et tu disais tout à l'heure qu'à l'époque de Louis XIV, il y avait 2% de juifs sur le territoire national, dont 1% en Alsace. Oui. Ça s'explique comment? Cette présence importante dans notre région? Oui. Tout simplement par la migration. La moitié des juifs présents sur le territoire national. Même un peu plus que la moitié. Tout simplement par une migration très importante
de juifs venus de l'espace germanique qui s'installent dans notre région après les traités de Westphalie, dans les années 1660. Et on va avoir une croissance exponentielle de la population juive en Alsace durant la seconde moitié du XVIIe et la première moitié du XVIIIe siècle. En gros, on va passer de un petit millier de juifs au milieu du XVIIe siècle, situation, je dirais, quasiment résiduelle de cette communauté qui a été énormément dispersée et persécutée, à presque 20 000 juifs en Alsace lors du dernier recensement qui date de 1784. Et est-ce que le pluralisme religieux appelle le pluralisme religieux, et en sachant que bon, bah, les protestants aussi viennent s'installer sur le territoire alsacien. Les protestants y étaient depuis l'origine du protestantisme, la en Renaissance. Basse-Alsace, du moins. Oui. C'est un peuplement, je dirais, c'est une conversion massive de population suivant leur seigneur. Le seigneur se convertit à la foi luthérienne, la population se convertit avec le seigneur. C'est ce qui explique qu'en Basse-Alsace, il y a une domination très nette du protestantisme à partir du mi-temps du XVIe siècle. Ce n'est pas vrai en Haute-Alsace, parce que la Haute-Alsace est pour l'essentiel dominée par les Habsbourg, qui eux sont catholiques. Donc les protestants resteront minoritaires, et en Haute-Alsace, il y a une tradition qui est réformée dans la région de Mulhouse, qui fait qu'il y a au sein même du protestantisme une certaine diversité. On aura, je pense, l'occasion d'en reparler dans la deuxième partie Oui. de notre webinaire. J'ai encore une, je ne sais pas, Oui, Sacha, s'il y a une question. Oui, il y a deux questions, mais elles se rejoignent. Jean-François, est-ce qu'on peut revenir sur ce qui a fondé cette inimitié envers les Juifs? Et est-ce que cette volonté de les différencier était vraiment clairement motivée et clairement argumentée auprès de la population française? Il y a plusieurs raisons. D'abord, il y a l'idée qui est historiquement fausse, ou en tout cas imparfaite, du peuple déicide. Les Juifs ont mis à mort Jésus. En fait, ce sont les Romains qui l'ont exécuté, même si la sentence a été prononcée par le Sanhédrin. Donc ça, c'est une réalité très forte que l'Église va véhiculer en gommant tout à fait l'idée selon laquelle Jésus est né, a vécu, est mort en juif. Jésus n'était pas chrétien. Et ça, c'est quelque chose qu'il faut bien avoir présent à l'esprit. Il y a quelques années, je faisais visiter la cathédrale à des élèves du collège épiscopal Saint-Étienne, et j'expliquais devant les deux allégories de l'église et de la synagogue ce que je viens de dire à l'instant, et une élève avait l'air très dubitative, et elle me dit sur la croix, il ne s'est pas un peu converti quand même? Voilà. Donc, il y a 10, 12 ou 15 ans, enfin, bon, Monseigneur Doré était toujours archevêque, puisque je lui ai raconté quelques temps plus tard l'histoire. On avait encore des esprits qui, dans certaines familles, n'étaient pas tout à fait clairs sur cette question. Deuxième idée, le juif fait le commerce de l'argent parce que l'Église l'interdit aux chrétiens. Donc, celui qui fait commerce de l'argent, il est suspecté. Il est suspecté de s'enrichir sur les autres. Et comme les Juifs font profession de banquiers, ils ont des moyens financiers bien réels qui sont une tentation pour les souverains. Les expulser et les spolier, ça permet de réguler les finances publiques, qui sont toujours extrêmement précaires en raison
des épidémies et autres guerres qui se multiplient au Moyen-Âge. Donc, il y a ces deux idées qui vont longtemps se maintenir. Napoléon Ier, en 1806, est confronté à cette réalité de la pratique de l'usure en Alsace. Voilà, donc c'est ce qui va expliquer cette acrimonie à l'encontre des Juifs. Je rajouterai une troisième explication, le Juif est différent. Et il est très intéressant de constater, lorsqu'on étudie les textes de près, que ce que les Romains pouvaient reprocher aux premiers chrétiens, les chrétiens vont le reprocher aux Juifs. On est par exemple persuadé, fort longtemps, jusqu'au XVIIIe, voire XIXe siècle, dans les campagnes, que des infanticides sont pratiqués dans les synagogues, des infanticides liturgiques. Et on a des Alsaciens qui vont à la fenêtre des synagogues le vendredi soir ou le samedi matin, au moment des offices du Shabbat, pour vérifier cette affirmation. C'est ce que l'on accusait les premiers chrétiens à l'époque romaine. Donc on a transposé cette accusation faite par les Romains à l'encontre des Juifs. C'est quand même pas inintéressant. Oui. Merci beaucoup, Jean-François. Je pense que nous allons donc maintenant passer à la deuxième partie de ce webinaire avec la même question, mais avec le protestantisme. Comment le protestantisme s'est agrégé à la communauté nationale? Est-ce que tu peux nous donner ton point de vue, Jean-François? Alors, avec le protestantisme, c'est un affrontement fraternel, puisque nous sommes dans une réalité chrétienne. La réforme protestante s'implante en France dès 1520, à travers les écrits de Martin Luther, auxquels s'intéressent les humanistes rassemblés autour de Guillaume Briçonnet, évêque de Meaux. C'est le fameux Cénacle de Meaux. Les thèses luthériennes sont condamnées en 1521. Le premier hérétique est brûlé 2 ans plus tard. En 1534 survient l'affaire des placards. Des affiches hostiles aux catholiques sont placardées sur la porte de la chambre de François Ier, mais aussi dans plusieurs villes de province. En 1536, Jean Calvin rédige de l'Institution de la religion chrétienne, qui fournit des lignes directrices théologiques précises aux communautés protestantes de France. Et au mi-temps du XVIe siècle, les églises calvinistes se multiplient. Du 26 au 29 mai 1559 se tient à Paris le premier synode national des protestants de France. La déstabilisation est d'abord d'initiative calviniste. Lors de la conjuration d'Amboise du 15 au 19 mars 1560, les Huguenots tentent de présenter à François II une confession de foi protestante. Ils cherchent aussi à s'emparer de la famille royale. Le complot est réprimé par les Guises dans un bain de sang. Cet événement renforce Catherine de Médicis, qui est favorable à une politique de conciliation. Du 13 décembre 1560 au 31 janvier 1561, les États généraux sont réunis à Orléans. Dans son discours inaugural, le chancelier Michel de l'Hospital souhaite rassembler tous ceux qui portent le nom de chrétiens. Le royaume compte environ 2 millions de protestants répartis en 670 communautés. Du 9 septembre au 14 octobre 1561, le colloque de Poissy réunit le cardinal Charles de Lorraine, archevêque de Reims, et le théologien réformé Théodore de Bèze. Ils échouent à trouver un chemin d'entente entre les deux confessions chrétiennes. Le compromis est écarté, les incidents se multiplient, les violences physiques et les actes iconoclastes se succèdent. Pour les catholiques, tuer n'est pas péché. Tuer, c'est aimer Dieu. Chaque huguenot est pensé comme un corps habité par le malin
une idole qu'il faut briser. Les cadavres des Huguenots sont traînés dans la boue, laissés sur des tas de fumier, habillés d'ordures ou défigurés, comme pour suggérer qu'ils ont perdu leur humanité en abandonnant leur âme. Une théologie de la violence apparaît. Le sang est une manière de purification rituelle. Le corps de l'hérétique cache une abomination qui doit être abolie sous peine d'encourir la damnation perpétuelle. Le 13 janvier 1562, un édit royal accorde la liberté de culte aux protestants à l'extérieur des villes. C'est la première tentative d'une tolérance civile. Le 1er mars, François de Guise massacre les protestants de la cité champenoise de Vassy, qui n'est pas très loin de Saint-Dizier, sous prétexte qu'ils célèbrent leur culte à l'intérieur de l'enceinte urbaine. Le 12 avril, les protestants de Sens sont mis à mort dans des conditions insoutenables. Durant près de 40 ans, de 1562 à 1598, la France est en proie à une succession de 8 guerres de religion. 3 forces s'opposent, les calvinistes, les catholiques extrémistes et le courant de réconciliation catholique incarné par Jean de Montluc et Michel de l'Hospital. Le 8 août 1570, la paix de Saint-Germain attribue aux protestants des places de sûreté, autrement dit, des lieux où ils peuvent s'administrer eux-mêmes. Le 24 août 1572 débutent les terribles massacres de la Saint-Barthélemy. C'est une tentative de la monarchie d'éliminer les principaux chefs politiques et militaires du parti protestant. C'est aussi une réaction violente du peuple parisien, très majoritairement catholique, excédé par la politique de conciliation avec les protestants et par la présence ressentie comme une marque de souillure d'un grand nombre d'entre eux dans la capitale pour les noces royales de Marguerite de Valois et Henri de Navarre. Le 28 février 1579, un édit accorde aux Huguenots, pour une durée de 6 mois, 3 places de sûreté en Guyenne et 11 en Languedoc. Le 7 juillet 1585, sous la pression de la Ligue, Henri III signe le traité de Nemours, promettant de bouter les hérétiques hors du royaume et de combattre son héritier, Henri de Navarre. Il meurt assassiné par le moine Jacques Clément le 1er août 1589. Le 25 juillet 1590, en la basilique Saint-Denis, Henri IV abjure la foi protestante. Cette ultime conversion permet son sacre à Reims, à Chartres, le 27 février 1594. Le Béarnais hérétique se métamorphose en roi de France, très chrétien et oint de Dieu. Le 17 septembre 1595, le pape Clément VIII lui accorde son absolution et le 30 avril 1598, l'édit de Nantes assure la concorde religieuse. Au terme du XVIe siècle, le protestantisme français représente 275 000 familles, probablement 1 200 000 fidèles, dont 2 500 nobles. Les protestants sont établis aux 3/4 dans le Midi, croissant fertile du protestantisme, qui s'étend du Poitou au Dauphiné en passant par la vallée de la Garonne et en enserrant le Massif central. Plus de 8 000 ministres du culte sont répartis dans 951 paroisses. Il faut rajouter 400 proposants, futurs pasteurs. Les principaux temples sont établis à Dieppe, Charenton et La Rochelle. Le préambule de l'édit de Nantes insiste sur le caractère transitoire de l'accord dans l'attente d'une réunion des 2 confessions. Ensuite, le texte proclame la liberté de conscience qui protège les protestants des persécutions et leur ouvre, en théorie, les charges et offices sans pour autant les soumettre à l'obligation du serment de catholicité. Il affirme la reconnaissance d'une liberté de culte restreinte pour les protestants. Il instaure une certaine parité dans l'exercice de la justice, de manière à associer magistrats catholiques et réformés dans l'instruction et le jugement des affaires impliquant des protestants. Enfin, l'importance des concessions politiques et militaires font pratiquement des protestants, sinon un État dans l'État, pour reprendre la célèbre assertion
du cardinal de Richelieu, du moins un ordre supplémentaire au sein du royaume. Une centaine de places de sûreté leur est attribuée. L'édit de Nantes modifie les comportements et les pensées et les modes de pensée. Il tisse des relations nouvelles entre catholiques et protestants. Dans le domaine intellectuel et doctrinal, il facilite le développement et la diffusion de la controverse religieuse grâce aux académies protestantes fondées par exemple à Nîmes, Montpellier, Saumur, Montauban ou encore Dieppe. À la mort de Henri IV en 1610, l'édit de Nantes est appliqué à peu près normalement. Marie de Médicis, qui assure la régence, respecte la politique de conciliation conduite par son défunt mari. La première crise sérieuse survient en 1620 quand Louis XIII expulse les réformés du conseil de la vicomté de Béarn et place un évêque à la tête des États, tandis que les troupes royales ravagent le pays. L'édit de grâce d'Alès, promulgué le 28 juin 1629, marque la véritable fin des guerres de religion. Les places de sûreté sont démembrées et les assemblées politiques sont interdites. Sous le gouvernement du cardinal Mazarin, s'ouvre la période la plus tranquille pour la communauté protestante, au milieu des troubles, la Fronde et la guerre avec l'Espagne, dans lesquels se débat la monarchie, les protestants demeurent fidèles au roi. Cependant, les milieux catholiques dévots font de la conversion de l'ensemble des sujets à l'Église romaine une priorité. Dès 1661, Louis XIV n'applique l'édit de Nantes que dans les plus étroites bornes que la justice et la bienséance les pouvaient admettre. Entre 1663 et 1665, plusieurs centaines d'interdictions d'exercice de culte sont signifiées, le plus souvent suivies de la destruction des temples. Un mouvement d'émigration protestante s'amorce. Le processus d'étouffement du protestantisme est sans retour. En 1679, le roi supprime les chambres mi-parties et interdit aux catholiques de rejoindre le protestantisme. En 1680, la paix de Nimègue, qui met un terme à la guerre de Hollande, permet au roi Soleil de reprendre sa politique de réduction du protestantisme. Plus d'une centaine de règlements réduisent la liberté des protestants, leur interdiction l'accès à de nombreuses professions, jusqu'à la permission accordée aux enfants âgés de 7 ans de se convertir au catholicisme. Le 22 octobre 1685, Louis XIV signe l'édit de Fontainebleau qui révoque l'édit de Nantes, devenu une coquille vide. La coexistence pacifique entre les deux confessions n'a duré que 87 ans. La révocation de l'édit de Nantes est considérée comme la faute majeure du règne. 200 000 protestants quittent la France pour les Pays-Bas, l'Angleterre ou le monde germanique. Le royaume perd ainsi une partie importante de ses élites. Les autres sont réduits au blasphème ou à la clandestinité. C'est l'époque de l'Église du désert. À la fin des années 1760, des voix demandent une reconnaissance des non-catholiques. L'édit de Versailles du 7 novembre 1787 leur accorde un statut juridique incluant le droit de contracter un mariage civil. Celui du 29 novembre accorde aux protestants un état civil. Le 24 décembre 1789, ils sont admis à tous les emplois civils et militaires. La liberté de culte leur est accordée le 3 décembre 1791 par la loi du 18 Germinal en 10, 5 avril 1802, Napoléon Bonaparte intègre les cultes réformés et luthériens au schéma concordataire. Cette reconnaissance instaure le pluralisme religieux en France. Voilà, Pierre-Michel. Eh bien, encore un monument à digérer pour tous ceux qui nous écoutent. Et je vous rappelle que le texte sera à votre disposition pour pouvoir reprendre l'ensemble de ces dates. Et eh bien, j'aimerais savoir si l'une ou l'autre question par rapport au protestantisme et à sa place sur le territoire français, s'il y a l'une ou l'autre question, Sacha. Alors, pas encore, Pierre-Michel, mais pas ça encore. ne saurait tarder. Oui. Alors, moi, j'en ai quelques-unes. C'est vrai que j'ai comme l'impression qu'on connaît moins Calvin que Luther. Qui était ce personnage de Calvin dont tu nous parlais au début?
et qui en fin de compte est le côté français du protestantisme. Donc, qui était un peu ce personnage un peu, enfin, que moi personnellement, j'ai pas eu trop l'occasion de fréquenter. Alors déjà, Calvin n'est pas tout à fait le contemporain de Luther, il y a une génération entre les deux. Calvin est né à Noyon, nous sommes dans le département de l'Oise, une des villes royales au nord de Paris. Il est éduqué dans une foi très catholique par sa mère, qui est une femme très pieuse, et il va mener des études juridiques dans un premier temps, théologiques ensuite, qui vont le mener à Orléans, à Paris d'abord, puis à Orléans, puis à Bourges. Et il va très vite se démarquer de la tradition catholique, du moins de l'Église catholique, et il va faire émerger une voie nouvelle dans le protestantisme naissant, celui d'une tradition dite réformée, qui comporte elle-même plusieurs branches, le calvinisme étant la branche dominante de cette tradition réformée. C'est un homme très austère, c'est un homme très sévère, c'est un homme très entier, qui a du mal à s'adapter aux contraintes de la vie politique dans le sens premier du terme. Et il va, après l'affaire des placards, dans laquelle il est quelque peu mêlé, il va quitter le royaume de France. On le retrouve à Genève, où ça ne se passe pas très bien dans un premier temps. Il va y rester 2 ans et il finit par en être expulsé parce que sa radicalité extrême indispose les bourgeois. Alors, il est accueilli à Strasbourg par Martin Bucer, qui est la grande figure du protestantisme strasbourgeois, et il va séjourner à Strasbourg entre 1538 et 1541, et là, il va un peu se polisser. Il va comprendre que la radicalité extrême n'a pas d'issue favorable. Bucer va contribuer à cette évolution. Il enseigne au gymnase. D'ailleurs, si vous entrez au gymnase, Oui, vous avez ça cher. en haut de l'escalier sur la droite ce qui est présenté comme la chaire de Calvin. En tout cas, c'est la dernière chaire de l'époque qui subsiste après le terrible incendie qui a ravagé l'ancien couvent des Dominicains. Et il va être rappelé à Genève en 1541 et il va y vivre jusqu'à la fin de sa vie, jusqu'à sa mort en 1564. Et là, il va être la figure de proue du protestantisme genevois et au-delà du protestantisme francophone. Je le sens toujours un peu plus anticatholique que Luther. Ben, disons que En réaction contre, plus en réaction contre l'institution catholique, je dirais ça comme ça. je pense que Luther était très dur contre l'Église, mais je pense que Luther était beaucoup plus souple dans la pratique de la religion au quotidien. Luther était un bon vivant. Luther aimait les repas, la convivialité. Il recevait ses étudiants sous son toit à Wittenberg. Rien ne nous laisse penser que Luther était austère dans son vécu quotidien. Il s'est marié, alors vous me direz Calvin aussi, mais c'est un mariage qui n'a pas l'air très fusionnel. Il aura même un fils qui décédera assez rapidement. Mais Luther a plusieurs enfants. Luther est un assez bon vivant. Calvin oui, ça doit être ça alors. Ça doit être ça. Extrêmement tourmenté, extrêmement austère. Ce qu'a été Luther dans ses jeunes années lorsqu'il était moine
Augustin, mais il s'est affranchi de ce tourment. Il a trouvé son équilibre psychologique, je pense, dans l'expression de sa foi protestante. Calvin, c'est un homme qui est aussi profondément malade. Il souffre de calculs rénaux absolument terribles. C'est un homme qui, je ne suis pas sûr que c'était un homme qui aimait la vie. C'est un homme qui aimait Dieu et qui considérait qu'il fallait satisfaire le regard que Dieu pouvait porter sur nous. En tout cas, merci beaucoup pour ce portrait. Voilà. Est-ce que du côté de Sacha, est-ce que tu aurais l'une ou l'autre question? Alors, il y a une question, rapidement, qui ne concerne pas vraiment notre thématique directement, mais bon, qu'est-ce que vous pouvez dire sur, Jean-François, sur l'éventuel complot qui s'est fait pour tuer Henri IV, et est-ce que vous pensez que Marie de Médicis était complice? Ça, c'est une première oui, complètement. question. Moi, je pense que le complot est tout à fait avéré. Je pense que Marie de Médicis était, je dirais, une complice passive. Autrement dit, je pense qu'elle avait été plus ou moins informée de la chose et qu'elle a laissé faire. Je ne pense pas qu'elle était l'instigatrice, loin s'en faut, de ce complot, mais je pense que le complot est parfaitement avéré et que Ravaillac n'a pas agi seul, contrairement à ce qu'on a voulu affirmer ensuite. Je pense que le problème n'était pas nécessairement religieux. Directement, le problème était la lutte engagée par Henri IV contre l'Espagne et dans ce qu'on appelle les Pays-Bas espagnols, hein, puisqu'il partait en guerre quelques jours plus tard. N'oublions pas que la veille de son assassinat, il fait couronner la reine à Saint-Denis. Donc, fort de ce couronnement, elle est absolument légitime pour assurer la régence. C'est quand même un concours de circonstances assez surprenant. Il avait une très jeune maîtresse qui avait 13 ou 14 ans, alors que lui avait dépassé le demi-siècle, et il voulait absolument la rejoindre dans le nord de la France, et pour ce faire, il a engagé un conflit qui était tout à fait déraisonnable avec l'Espagne, la France revenant de presque un demi-siècle de guerre intestine, on cherchait plutôt la paix que le conflit. Et je pense que pour toutes ces raisons, il a été jugé utile de le supprimer. Merci. Merci beaucoup. Je me suis souvent demandé comment les protestants ont fait pour être aussi mal menés sur le territoire français et arriver à diriger presque notre pays au moment de la Troisième République. Je me trompe, ou les protestants étaient très présents au niveau des gouvernements de la Troisième République? Oui, ils étaient présents. Ils n'étaient pas majoritaires, loin s'en faut, mais effectivement, il y a de grandes figures, mais même avant la Troisième République, Père Michel, déjà sous la monarchie de Juillet, Guizot est protestant. Oui, Jules Ferry est protestant. Jules Ferry est catholique. Il est de Saint-Dié, et à Saint-Dié, on est catholique. Enfin, lui, il était franc-maçon, donc il n'était pas nécessairement fondamentalement très porté sur la foi, mais il a été baptisé catholique. Par contre, non, il y a d'autres grandes figures protestantes. C'est vrai qu'à partir de la monarchie de Juillet, les protestants s'affirment, mais la raison est tout à fait comparable à celle qu'on pourra, je dirais, attribuer aux Juifs ensuite. Il y a dans le judaïsme et dans le protestantisme un rapport singulier à l'écriture, donc à la connaissance, donc au savoir et à l'étude. C'est ce qui explique qu'une minorité numérique, puisque les protestants représentent aujourd'hui 2% de la population française et les juifs à peu près 1%,
ont accédé à des responsabilités économiques, politiques, journalistiques, universitaires. C'est ce rapport à l'étude qui fait que très jeune, dans les familles protestantes, on est confronté à la réalité du texte. Donc on va, je dirais, avoir un goût, une appétence pour l'étude qui est bien supérieure à celle des catholiques. Les catholiques. On rejoint ce que nous disait Dominique Gounel la dernière fois. Et si vous le voulez bien, s'il n'y a pas d'autres questions, Sacha, on va passer maintenant à la troisième partie de notre webinaire, en sachant pour les internautes qui sont avec nous, c'est que nous avons une dizaine de minutes de retard. On s'en excuse parce que nous avons démarré avec ce retard pour un problème technique, tout simplement. Alors, nous passons à la même question, si vous le voulez bien, mais avec l'islam. Comment, Jean-François, l'islam s'est agrégé ou s'agrège, puisque là on va peut-être garder le présent, à la communauté nationale? Alors l'islam, c'est la nouvelle venue, avec près de 6 millions de fidèles et 2500 mosquées. L'islam est aujourd'hui la deuxième religion en France. Elle est la dernière venue des grandes traditions religieuses. Pourtant, ses rapports au territoire français sont anciens. Au Moyen Âge, les Sarrasins effectuent de fréquentes razzias. La Corse est touchée en 704, puis à plusieurs reprises entre 806 et 830. En 717, les Omeyyades franchissent les Pyrénées-Orientales. La Septimanie, c'est-à-dire l'ancien Languedoc-Roussillon, est occupée de 719 à 759. Son wali, autrement dit son gouverneur, est établi à Narbonne, capitale de l'ultime province wisigothe. Carcassonne, Béziers et Nîmes sont prises en 725. Dans le même temps, des razzias sont menées à Avignon, Lyon et Autun. Elles s'étendent à Luxeuil en 731, puis Bordeaux et Sens l'année suivante. Les Sarrasins sont défaits à Poitiers en octobre 732 ou 733, la chronologie reste imprécise, par Charles Martel, allié aux Aquitains. Cette bataille marque la limite de leur expansion dans la France actuelle. Cependant, ils restent installés dans plusieurs cités provençales jusqu'en 739. Au mi-temps du Xe siècle, des Sarrasins se fixent dans les Alpes et notamment dans la vallée de l'Arc. Enfin, ils s'établissent à Fraccinet dans le massif des Maures entre 889 et 974. Le 4 février 1536, François Ier conclut avec Soliman le Magnifique le traité des capitulations qui permet aux navires français de commercer avec les ports ottomans et confie à la France la protection des lieux saints de Jérusalem. En 1543, François Ier autorise le corsaire ottoman Barberousse à abriter sa flotte à Toulon pour la saison hivernale, non sans avoir ordonné à la population d'abandonner la cité sous peine de pendaison. Les pirates musulmans multiplient les razzias sur les côtes provençales. Des habitants sont capturés et souvent vendus comme esclaves. En 1608, Henri IV arme des bateaux destinés à combattre les pirates qui sévissent sur les côtes françaises. Entre 1609 et 1611, plusieurs dizaines de milliers de Morisques, expulsés du royaume d'Espagne, trouvent refuge dans le sud de la France. Un grand nombre gagnent le Maghreb, les autres se fondent au sein de la population locale. Le 22 février 1610, Henri IV permet de vivre en France à ceux qui, je cite, veulent faire profession de la religion catholique pourvu qu'ils s'établissent au-delà de la Garonne et de la Dordogne. À partir de 1830 et la prise d'Alger, la colonisation entraîne l'intégration à la France de territoires musulmans. Durant la Première Guerre mondiale, plus de 130 000 Maghrébins viennent travailler en France métropolitaine. Dans les années 1920, la population musulmane est estimée à 120 000 Nord-Africains, dont près de 100 000 Algériens.
En 1936, les musulmans sont environ 200 000. Inauguré le 16 juillet 1926 par le président de la République, Gaston Doumergue, et le sultan du Maroc, Moulay Youssef, la grande mosquée de Paris témoigne de la reconnaissance de la France aux 450 000 combattants musulmans de la Grande Guerre. Dans son allocution, le chef de l'État célèbre l'amitié franco-musulmane scellée dans le sang sur les champs de bataille et rappelle que la République protège toutes les croyances. Le lieu de culte est financé par l'État français selon la loi du 19 août 1920. Une subvention de 500 000 francs est affectée à la construction d'un institut musulman de 7 500 mètres carrés, comprenant une salle de prière, une bibliothèque, une salle de conférence et des jardins. Doté d'un minaret haut de 33 mètres, il est érigé dans le 5e arrondissement, à l'emplacement de l'hôpital de la Pitié et non loin du jardin des plantes. La première pierre est posée le 19 octobre 1922. Le maréchal Hubert Lyautey, l'un des artisans de ce chantier, déclare alors: quand s'érigera le monument que vous allez construire, il ne montera vers le beau ciel de l'Île-de-France qu'une prière de plus, dont les tours catholiques de Notre-Dame ne seront point jalouses. Les musulmans algériens obtiennent la citoyenneté française le 20 septembre 1947. Au mi-temps du XXe siècle, le besoin de main-d'œuvre nécessaire à la reconstruction de la France génère une forte immigration qui s'amplifie encore dans les années 1960 avec la croissance économique et l'arrivée des harkis rapatriés au lendemain de l'indépendance algérienne. L'immigration pour motif économique est officiellement stoppée en juillet 1974. Cependant, à partir de 1976, le regroupement familial donne une nouvelle ampleur à la population musulmane établie en France. Au lendemain de la marche pour l'égalité et contre le racisme, dite marche des beurs, qui traverse la France de Lyon à Paris du 15 octobre au 3 décembre 1983, les musulmans français aspirent à une représentation institutionnelle qui puisse porter leur voix dans l'espace politique. Peu avant, en août de cette année 1983, est fondée à Nancy l'Union des organisations islamiques en France. Elle est rebaptisée en 1989 Union des organisations islamiques de France. En 2017, elle prend la dénomination de Musulmans de France. Longtemps, la Grande Mosquée de Paris exerce une domination sur l'ensemble du culte musulman en France. En 1990, Pierre Joxe installe le Conseil de réflexion sur l'islam de France, qui doit formuler des propositions relatives à l'organisation du culte musulman. À l'époque, 90% des imams sont étrangers. Le 23 novembre 1997, Jean-Pierre Chevènement, ministre de l'Intérieur, en responsabilité des cultes, affirme: l'islam est une religion nouvelle en France. Avec environ 4 millions de résidents de culture musulmane, elle est rapidement devenue la deuxième religion du pays. La moitié des musulmans qui vivent sur notre territoire national sont français. La plupart des autres sont appelés à le devenir. Le gouvernement ne saurait s'en désintéresser. J'ai suivi avec attention et médité les efforts de plusieurs de mes prédécesseurs pour intégrer l'islam dans la communauté nationale. J'ai le même objectif, aider à l'affirmation d'un islam français. Seulement, les difficultés qu'ils ont rencontrées m'incitent à la prudence. Il y a un paradoxe de l'islam dans ses rapports avec la laïcité. Nous devrons parvenir à trouver les modalités pratiques de nos rapports, ce qui suppose l'existence d'un interlocuteur légitime ou du moins considéré comme tel par le plus grand nombre. L'absence d'un clergé unifié et hiérarchisé ne doit pas être un obstacle insurmontable. L'État n'imposera pas ses choix, ce n'est pas son rôle. Il agréera ceux qui lui seront proposés.
je m'adresse à ceux des musulmans qui sont ici présents et à travers eux à leurs coreligionnaires. Sachez en tout cas qu'il y a place pour l'islam à la table de la République. Ce n'est pas seulement un droit qui revient aux musulmans, c'est une chance pour eux et pour la France de faire vivre sur notre territoire un islam moderne. Le 7 juin 2003, Nicolas Sarkozy, alors ministre de l'Intérieur, crée le Conseil français du culte musulman. Il a vocation à représenter les musulmans de France auprès des instances gouvernementales. Il intervient à propos de l'édification des mosquées, le commerce des aliments halal, la formation des imams, les aumôneries dans l'armée, les hôpitaux et les prisons, l'aménagement d'espaces funéraires dans les cimetières. Le Conseil français du culte musulman s'inscrit dans une logique concordataire. Les membres de son conseil d'administration sont désignés par près de 4000 grands électeurs représentant 995 lieux de culte selon la superficie de leurs locaux. Ce critère est bien curieux. Les premières élections sont remportées par la Fédération nationale des musulmans de France, proche du Maroc, qui obtient 16 sièges sur 41 au conseil d'administration. La Grande Mosquée de Paris, proche de l'Algérie, en gagne 6. L'Union des organisations islamiques de France, proche des Frères musulmans, 13. En vertu d'un accord préalable, la présidence revient à Dalil Boubaker, recteur de la Grande Mosquée de Paris. Le Conseil français du culte musulman est traversé par des tensions de plus en plus fortes entre les différents courants de l'islam. Il souffre aussi d'un manque de représentativité. Près de la moitié des mosquées s'abstiennent lors du vote de 2012. 7 ans plus tard, le scrutin est remporté par l'Union des mosquées de France, une jeune fédération née en 2014. Devenue française en 1841, Mayotte, dont la population est à 95% musulmane, connaît une situation particulière. La charia y était appliquée en matière de justice civile jusqu'à l'obtention du statut de département d'outre-mer, c'est-à-dire en 2011. Les cadis ou juges islamiques sont toujours intégrés à la magistrature locale. L'intégration de l'islam au sein de la République suppose l'acceptation de la laïcité qui repose sur la séparation entre le temporel et le spirituel. Or, cette dissociation n'est pas dans l'identité musulmane. Il reste à l'islam d'opérer son aggiornamento et le défi est rude. Voilà, Pierre-Michel. Merci bien. Là aussi, c'est copieux. Alors, vous aurez bien sûr la totalité des 3 textes de Jean-François, de telle façon à ce que vous puissiez conserver l'ensemble des dates qu'il n'a pu nous apporter. Alors, bien sûr, c'est peut-être un peu plus compliqué par rapport à l'islam. Je sais que Driss est aussi là, présent avec nous, et qu'il a eu l'occasion d'aborder ces questions-là lorsqu'on l'avait invité dans le cadre d'un webmaster précédent. N'hésitez pas à poser, de profiter de la présence de Jean-François pour poser encore quelques questions. Il nous reste encore 5 ou 6 minutes avant la fin de ce webinaire, donc il faudrait en profiter. Alors, je ne sais pas, peut-être que quelques questions sont arrivées pendant que je suivais, moi, le texte. Alors, pas encore, mais ça ne saurait tarder. Alors, moi j'ai 2 questions. La première, c'est que quand j'étais gamin à l'école, le seul rapport que j'ai eu avec les musulmans, c'était effectivement par rapport à Charles Martel en 732 qu'il arrête les Arabes à Poitiers. Donc on me mettait déjà dans la tête que les Arabes, c'était forcément les musulmans et qu'ils s'étaient arrêtés à Poitiers. Et comme je savais que Poitiers c'était un peu dans le sud, moi le Vosgien d'origine, je me sentais rassuré. Mais est-ce qu'on est là, on est dans le roman national, on est dans quoi là par rapport à cette date que on voulait absolument faire apprendre aux petits Français? Non, disons que la bataille de Poitiers est intéressante d'un point de vue historique parce qu'elle marque le point
je dirais, ultime de la progression des Sarrasins dans Oui. le nord de l'actuel, enfin vers le nord de l'actuel territoire français. C'est ça, en fait. Mais comme je l'ai montré, les Sarrasins restent présents de manière très ponctuelle sur certaines parties de l'actuel territoire français jusque la seconde moitié du Xe siècle. Mais pourquoi on ne m'a pas appris en tant qu'élève que non seulement cette civilisation arabo-andalouse qui a peut-être été freinée à Poitiers, mais que de tout ce que culturellement elle a apporté à notre territoire dans son vocabulaire, dans ses inventions techniques dont on a pu profiter en géographie, en orientation, au niveau des étoiles, au niveau scientifique. On est là, pourquoi on n'en parle pas de ça? Il y a le nombre de mots du vocabulaire français, magazine, le chiffre zéro, le mot chiffre, médecin, tout ça, c'est des termes arabes, si je m'abuse, Oui, non? oui, tout à fait. Il y a une part non négligeable du vocabulaire français qui a des racines arabes, ça c'est tout à fait certain. Néanmoins, les Sarrasins n'ont pas apporté énormément sur le territoire français, hein, pour reprendre ton expression précédente, c'est à la civilisation occidentale que la tradition arabo-andalouse a apporté considérablement, ça c'est vrai. On a une question Mais là pas en raison d'une présence, je dirais, physique sur le sol de ce qui est devenu la France. D'accord. Oui, Parce Sacha. que, parce que là, c'est très ponctuel, hein. Il y a quelques localités dans le sud de la France, en Provence en particulier, qui effectivement ont une histoire qui se conjugue avec cette présence sarrasine, mais c'est tout à fait ponctuel. Dans l'architecture, dans les rites, dans la culture? Non, dans les toponymes en particulier. Ah oui, d'accord. Mm. Mm. Oui, Sacha. Oui, alors une question, est-ce que vous pourriez définir un petit peu, selon vous, ce que serait ou ce que doit être l'islam moderne? Bah, l'islam moderne, pour moi, c'est d'abord une religion qui accepte la laïcité telle que nous l'entendons en France, autrement dit la séparation du temporel et du spirituel. Et ça, c'est une question tout à fait cruciale où l'islam est très loin d'avoir fait son évolution. C'est aussi une religion qui accepte de vivre avec son temps, sans sacrifier pour autant ses principes, mais qui accepte sur des questions d'ordre sociétal, en particulier la place de la femme, je dirais de s'ouvrir à la modernité. Je crois que c'est là-dessus que portera l'essentiel de l'effort qui doit être réalisé. On en est très loin. Alors, il y a bien sûr des voies, je dirais, progressistes au sein même enfin, parmi les imams, l'imam de Bordeaux en particulier, mais ils sont quand même encore très marginaux. Je pense qu'il faudra du temps. Or, je ne suis pas sûr qu'on en ait beaucoup. Et on a peu de temps par rapport à la présence de l'islam sur le territoire français, puisque tu disais que Hein, c'est devenu la deuxième religion de oui, France, tout à fait, bien sûr, et depuis déjà quelques décennies. avec un pourcentage qui se situe aux alentours de 7, 8, 9%. C'était dans les mêmes chiffres que Oh, moi. sur les statistiques, c'est toujours très discuté, hein. Moi, ce que je puis dire, c'est que l'Observatoire de la laïcité en 2019 parle de 4,1 millions de musulmans en France. L'INSEE en 2010 parle de 8% de musulmans dans la population française.
En 2016, le Peach Research Center estime les musulmans à 5,7 millions, soit 8,8% de la population française. Tous les observateurs sérieux considèrent qu'on est au-delà des 6 millions aujourd'hui. Certains plus audacieux ou plus tendancieux dans leur expression vont jusqu'à parler de 8 millions de musulmans en France. Moi, je pense qu'on est entre 8 et 10%. Ah oui, et avec une fourchette plutôt aux alentours de 10. Donc, si je comprends bien, si la Oui, fourchette plutôt, haute oui. serait 10 Et une tendance. avec 6 millions de musulmans. Oui, et puis surtout, ce qui est assez significatif, c'est l'augmentation du nombre des mosquées. Oui. Alors que ces 8% enfin si on part sur ce chiffre de 8% de musulmans, ce n'est pas 8% de pratiquants. Alors, le taux de pratique pour l'islam est quand même supérieur à ce que nous connaissons dans la tradition chrétienne et dans la tradition juive, mais bien évidemment, il y a des musulmans qui ne sont pas pratiquants. Il y a une question quand même qui se pose, c'est que comme en France, on n'a pas le droit de faire des statistiques sur les origines religieuses des personnes, comment on se base sur quoi pour avoir de tels chiffres? Bon, il y a des... Pardon? Des sondages? Il y a des sondages, effectivement, qui sont effectués. C'est essentiellement là-dessus que reposent les estimations. C'est pour ça que ce ne sont que des estimations et qu'il n'y a pas de parfaite, je dirais, fiabilité. Mais aujourd'hui, dire qu'il y a entre 6 et 8 millions de musulmans en France, ça me paraît raisonnable. Donc, après, il faut définir ce que signifie un pratiquant dans l'islam. Est-ce que c'est quelqu'un qui va faire ses 5 prières quotidiennes chez lui ou à la mosquée? Est-ce que c'est celui qui va suivre la grande prière du vendredi? Ou est-ce que c'est celui qui va respecter Ramadan? Ça se discute, mais la discussion est la même pour la tradition chrétienne. Est-ce que le seul baptême est suffisant pour qualifier quelqu'un de chrétien aujourd'hui? Ou est-ce qu'il faut un rapport, je dirais, plus régulier à la liturgie? C'est une question qui reste ouverte. Je suis, moi, frappé en tant qu'observateur privilégié, j'enseigne l'histoire des religions, je suis frappé par la progression chez les plus jeunes, c'est-à-dire les adolescents ou les jeunes adultes, de la pratique du ramadan. Et ça, c'est une observation, je dirais, de 3 décennies à peu près. Je constate qu'il y a eu un respect, je dirais, plus rigoureux et plus large du ramadan chez les plus jeunes. On avait eu l'occasion de parler de ça avec notre ami Driss et on aura l'occasion de revoir toutes ces questions-là. Je vous le disais en commençant le webinaire, on reprendra ces mêmes questions, mais avec l'aide d'un sociologue pour pouvoir avoir d'élargir encore un petit peu notre réflexion autour de ces sujets. Voilà. Nous arrivons au terme là. Il est 18h29. On a un peu de retard, mais dû aux problèmes techniques du début. Moi, je te remercie, Jean-François, pour la qualité de ton intervention et cette précision. Et nous aurons l'occasion de pouvoir avoir tous les textes qui permettront d'aller retourner dans ces questions-là. Voilà. Sacha, je te donne la parole. Merci. Alors, je vais juste reprendre le petit PowerPoint. Voilà. Alors, écoutez, merci beaucoup, Jean-François. C'était vraiment extrêmement instructif et passionnant. Effectivement, hein, vous allez sur le site de la région Grand Est que vous voyez apparaître, vous verrez apparaître tout à l'heure, et vous trouverez, le temps que je les mette, mais les textes de Jean-François et le PowerPoint aussi à votre disposition. Il n'y a pas de souci. Alors, nous avons 2 futurs rendez-vous. Le premier est un rendez-vous qui a lieu le 16 mars 2022.
et qui se passera, on va se délocaliser, on va aller au palais universitaire puisque nous sommes en partenariat avec l'université pour ce parcours de montée en compétences. Ce sera du présentiel. Et l'idée, c'est de faire un atelier participatif et qui nous incite à faire une petite infographie actuelle des religions en France et ailleurs. Donc, il s'agira pour nous d'apprécier concrètement la réalité des chiffres en ce qui concerne les religions et de maîtriser des données fiables afin de déjouer finalement les approximations et qui sont liées au ressenti. Et surtout, je tiens juste à vous dire que ces ateliers de montée en compétences, ce sont des ateliers participatifs qui ont pour but de faire de vous des formateurs aussi. Nous nous formons les uns les autres puisque nous travaillons ensemble, mais le but, c'est que vous repartiez, vous, avec un outil ou des outils que nous aurons conçus ensemble qui vous permettent à votre tour de former d'autres personnes. Donc, ce sont des ateliers de formateurs, si je peux les appeler comme ça. Tu es d'accord avec moi, Pierre-Michel ? Oui, oui, et juste rappeler à ceux qui sont là et qui étaient avec nous lors du premier atelier qu'avant la fin du mois, ils auront tous les éléments de notre atelier du mois du 8 décembre, je crois, Oui. où nous avons travaillé sur les préjugés. Donc, voilà. Donc, l'idée, c'est vraiment toujours un thème, un outil et de devenir soi-même capable de mettre en œuvre ces formations sur son propre terrain. Voilà, donc l'horaire, vous l'avez sur la diapositive, 14h, 16h30, évidemment, on fait une petite pause, c'est gratuit, c'est ouvert à tous dans la limite des places disponibles, on est entre 15 et 20 personnes pour que ça fonctionne bien, et vous avez l'adresse pour vous inscrire, dialogueinterreligieux@grandest.fr. Venez nous rejoindre en présentiel. Voilà. Et le second rendez-vous, lui, il aura lieu le 26 avril 2022, donc en webinaire. On va rester encore pour cette saison sur le format webinaire. Et là, nous allons tenter de vous expliquer quelles sont les grandes lignes du bouddhisme tibétain. Donc, je pense que ça va être une découverte pour plusieurs d'entre vous. Nous allons inviter Lama Tsutrim Gelek, qui est directeur spirituel du Centre bouddhiste Bodhichaya France, qui est moine depuis, je pense, au moins 35 ou 40 ans, et qui a étudié avec de très, très grands maîtres tibétains. Donc, ce sera un vrai plaisir de le recevoir. Ouvrez le lien d'inscription qui n'est pas encore prêt, parce que c'est un petit peu tôt, mais sur la newsletter du dialogue interreligieux. Voilà. Si vous le souhaitez, le replay de ce webinaire-là sera donc disponible sur cette même page du dialogue interreligieux de la région Grand Est. Une dernière information avant qu'on se quitte. Vous savez que la région Grand Est est partenaire avec la ville de Strasbourg, la collectivité européenne d'Alsace et l'université Strasbourg de la prochaine édition du Forum des religions qui aura lieu du 24 au 26 avril à la salle de l'Aubette. Vous aurez bientôt, pareil, sur le site de la région Grand Est, le lien qui vous permettra de trouver tout le programme que nous sommes en train de terminer de monter. Et vraiment, je vous invite à venir. Le thème, ce sera Religion et tolérance, mission impossible. Je ne sais pas si on aura une réponse ferme sur le sujet, mais en tous les cas, ça sera certainement très intéressant. Voilà, je vais vous laisser. Je vous remercie beaucoup, Jean-François, pour avoir participé à cette aventure qui est Religion démêlée. Merci beaucoup, Pierre-Michel. Je vous souhaite tout le meilleur et j'espère qu'on se retrouvera bientôt. Cédric, bonne soirée. Je ne sais pas qui sont les techniciens qui sont derrière. Vous pouvez couper. Merci Jean-François. À bientôt. Bonsoir. Bonsoir.